Salut à tous. Aujourd'hui, on va couvrir tout mon séjour à Kyoto. Tout a commencé le 17 novembre pour mon premier jour lorsque je suis parti de Tokyo en Shinkansen et que je me suis rendu à Kyoto Station, qui représente en quelque sorte pour moi le centre de Kyoto, mais c'est pas exactement le centre. Avant de sortir de la gare, je me suis délesté de mes bagages en trop à l'aide des casiers présents dans la gare. C'est super pratique, vous devriez faire de même lorsque vous voulez voyager les mains libres. Ce que j'ai visité en sortant de la gare, c'était vite fait les environs, le centre avec la Kyoto Tower juste en dessous, un peu le sommet de la gare aussi juste avant, maintenant que j'y pense. Et ensuite, je me suis dirigé au nord vers le temple Higashi Honganji. Donc la première chose qui m'a interpellé, c'est en arrivant à ce temple, il est désigné comme étant l'endroit de rassemblement lorsqu'il y a par exemple une catastrophe naturelle, tel qu'un gros séisme vraiment bien violent. L'entrée est gratuite, et franchement, pour moi, ça compte beaucoup parce que ça veut dire tout simplement que je peux rentrer et sortir autant de fois que je le veux. Du coup, on peut visiter deux bâtiments avec des salles de prière, mais il faut enlever les chaussures avant de monter et on nous donne des sacs plastiques pour pouvoir mettre nos chaussures avec, des fois qu'on veuille sortir de l'autre côté. Ça nous évite de devoir rebrousser le chemin pour pouvoir sortir là où on est rentré. Pas tous les endroits sont comme ça, beaucoup d'endroits disposent tout simplement de casiers et d'une seule entrée qui fait office de sortie aussi. J'ai tout de même écourté un petit peu ma journée parce qu'on était déjà en après-midi et je me suis dit c'est le moment idéal pour aller check-in à mon hôtel qui se trouve un petit peu en dehors de la zone qui m'intéresse. Du coup, je suis dans la zone de Tanbaguchi où il y a le musée du rail de Kyoto et on va dire que c'est une zone qui est assez morte le soir. Au passage, petit aparté, tous les matins, vers à peu près 5 heures, ça sent extrêmement bon autour de l'hôtel parce qu'ils font griller de l'anguille pas trop loin au charbon. Il semblerait que ce soit une zone avec un genre de marché autour, avec beaucoup de poissons, mais pas simplement que du poisson aussi. Ce qui m'intéresserait quand même, ce serait d'acheter un morceau d'anguille pour manger le matin, comme ça, mais le problème c'est que c'est pas étiqueté et ça me fait toujours peur quand il n'y a pas de prix affiché sur ce que je vais acheter. Et au moment où j'enregistre cette première partie, que de toute façon pour vous sera en une fois, grâce à la magie de l'édition, il est actuellement 5 heures et ça sent trop bon. J'ai envie de sortir juste pour aller renifler l'anguille grillée au charbon. Mais bon, il est temps de se ressaisir et de parler du jour 2, le 18 novembre. Et ce jour-là, j'ai pris de très mauvaises décisions. Parce que si certains d'entre vous m'ont vu streamer par exemple Zelda Breath of the Wild ou d'autres jeux, vous savez que mon pire ennemi, c'est les escaliers et la gravité. Et éventuellement les objets pointus aussi, mais ça, il n'y en a pas. Du coup, j'ai fait Fushimi Inari Taisha, qui est le temple qui se trouve au pied du mont Inari, et j'ai fait le mont Inari aussi, où il faut monter en suivant un certain chemin qui fait office, on va dire, de boucle. Et ce qui se passe, c'est qu'au lieu de monter tout simplement en ligne droite à 233 mètres d'altitude, ce qui pourrait être assez simple et se faire facilement en peu de temps, j'ai quand même mis 2 heures parce que c'était assez difficile. Les marches ne sont pas toutes à la même taille, ne sont pas entretenues pareil. C'est normal, de toute façon, c'est un endroit en montagne, c'est assez compliqué de s'y rendre ailleurs, autrement qu'à pied. Les gens qui par exemple sont en fauteuil roulant ne peuvent tout simplement pas monter, mais c'est une des zones sans aucun doute les plus jolies qu'il y a à visiter à Kyoto. C'est 100% gratuit, c'est ouvert 24 heures sur 24 et la seule mise en garde que vous avez, c'est il n'y a pas de toilette passé à un certain point, parce que c'est un lieu sacré. Il faut faire attention aux sangliers et aux singes qui peuvent vous attaquer. Et s'il vous plaît, juste faites attention à vous, parce que il n'y a pas toujours du réseau là-haut. Donc si vous arrive quelque chose, faites en sorte qu'on puisse vous trouver. Au moment où je suis descendu, il y avait quelques magasins qui s'étaient ouverts avec de la nourriture et quelques, on va dire, quelques stands de nourriture qui s'étaient ouverts aussi dans une petite rue et j'ai mangé là. C'était très bon aussi, j'ai mangé une brochette de ce qu'ils appellent steak, mais ça ressemble pas vraiment à du steak comme nous on fait. J'ai mangé un yakitori, un gros yakitori, et j'ai mangé des dango à la sauce soja, grillés sur du charbon, c'était magnifique. Pourquoi est-ce que je vous ai dit que j'ai pris de mauvaises décisions ? Parce que juste après ça, je me suis dit « Oh tiens, et si j'allais faire Kiyomizu-dera ?» Et pour se rendre à Kiyomizu-dera, bien évidemment, il faut prendre une ligne de transport de train qui nous mettra, on va dire, assez loin, à peu près une demi-heure à pied,
de Kiyomizu-dera, ce qui ne serait pas tellement un problème si ce n'était pas dans montée. Et oui, la montée est assez difficile, surtout après avoir perdu ses deux jambes au mont Inari. Mais bon, ça c'est juste parce que je suis un génie et que j'ai pas fait suffisamment de recherches avant d'y aller. Donc là, j'y suis allé, il y a un prix d'entrée qui est de 400 yens, il me semble. Mais je pourrais dire n'importe quoi. Et le ticket d'entrée, c'est une sorte de marque-page. Donc honnêtement, je suis un petit peu déçu du prix d'entrée par rapport à tous les touristes qu'il y avait, parce que ça gâche un petit peu, on va dire, l'ambiance. C'est certainement magnifique à visiter en soirée, surtout avec le jeu de lumière qu'il y a, notamment autour d'octobre, avec les arbres qui commencent à devenir rouges. Et ça fait extrêmement Sekiro aussi comme zone. Donc c'est vraiment joli, mais on va dire qu'il y avait un petit peu trop de touristes avec leurs perches selfie tout autour des différents endroits. Et au passage, à Kiyomizu-dera, il y a une sorte de balcon, si on veut, c'est pas vraiment un balcon, une terrasse, je sais pas, qui du coup est légendaire parce que si on se jette de là et qu'on survit, apparemment nos vœux sont exaucés. Il y a que quelques personnes qui ont survécu, à peu près 200 d'après ce qui est enregistré sur Wikipédia. 34 en sont morts. Est-ce que leurs vœux ont été exaucés? Ça on ne sait pas, c'est pas sur Wikipédia. Donc ça c'était une journée extrêmement complète avec énormément de marches. Pour le jour 3, on a essayé de faire des choses un petit peu moins hardcore et du coup j'ai commencé avec le château de Nijo qui coûte 1300 yens à l'entrée il me semble, je dis ça de tête. Le château de Nijo est aussi un point de rassemblement en cas de catastrophe naturelle, en raison tout simplement du grand terrain, tout comme avec Higashi Honganji. Bien évidemment, Nijo, il a une particularité, et ça c'est un truc qu'on ne vous dit pas, c'est que, il me semble, 2 bâtiments sont actuellement sous des échafaudages et sous des bâches dans le but de faire de la restauration. Et ça, je pense qu'on aurait dû nous prévenir, et peut-être même réduire un petit peu le prix, parce que ça coûte assez cher d'entrer, et tout simplement de ne pas pouvoir tout voir parce qu'il y a des bâches. Ou alors il faudrait peut-être nous informer sur comment est-ce qu'ils procèdent pour la rénovation de ces bâtiments. Je sais que je chipote un peu à ce sujet, mais c'est juste que j'essaie de faire les choses de façon assez, on va dire, intelligente, et de ne pas dépenser de l'argent inutilement. Et lorsqu'il y a des zones à visiter, comme par exemple on a quelques salles qu'on peut visiter, où il faut bien évidemment enlever nos chaussures et qu'on nous informe que les photos sont strictement interdites à l'intérieur, eh bien ça donne envie de réfléchir et de dire ok, est-ce que j'ai vraiment envie d'être là? Parce que franchement, moi ça me met de mauvaise humeur qu'on me dise ouais, les photos sont interdites. Je vais là pour prendre des photos, je vais partager ces photos avec de la famille, pas dans un but commercial ou quoi que ce soit. Ma grand-mère, elle a quoi, 96 ans, 97 ans? Elle est assez vieille quand même, hein, faut pas abuser. Elle va pas venir jusqu'ici pour visiter ça, et j'ai l'intention de lui faire un album photo juste pour elle. Et du coup, je suis extrêmement déçu de ne pas avoir pu prendre des photos, alors que la zone est plutôt jolie, quoi. L'intérieur du... Est-ce qu'on peut appeler ça un palais est assez agréable à visiter. C'est très très beau. J'ai même pas vraiment les mots pour pouvoir décrire à quel point c'est beau et tout. Mais je suis déçu de ne pas pouvoir montrer ça parce que, bah oui, photo interdite, monument classé UNESCO. Comme quoi, ok, tu peux être une UNESCO, mais photo interdite, ok, d'accord, cool. Tu vas vraiment, Kyoto, tu réussis à faire venir tes touristes là, hein, c'est le meilleur moyen de leur donner envie de venir. Et bon, aussi en marchant à l'intérieur du palais, on nous apprend qu'en fait le bruit, lorsqu'on pose les pieds au sol, c'est pour imiter en fait le bruit d'oiseaux, et c'est un mécanisme extrêmement bien pensé dans le but de faire quelque chose de vraiment unique. Et c'est quelque chose, encore une fois, que, à mon avis, on est bien évidemment obligé de pouvoir vivre pour pouvoir voir comment c'était vraiment, mais est-ce que j'aurais pu au moins prendre quelques photos? S'il vous plaît, laissez-moi prendre quelques photos, quoi. Ça ne va jamais dénaturer quoi que ce soit, et je n'utilise pas le flash. Mais bon, on va arrêter de râler à cause de ça, et on va passer à la suite, là où je peux encore continuer à prendre des photos. Par la suite, je me suis rendu à Shimogamo Jinja, qui est un temple situé sur la partie nord-est, on va dire, de Kyoto. Ça se situe presque un peu en montagne, en fait, en forêt. On a l'impression d'être en forêt, pas tellement en montagne en réalité. J'ai dû imaginer la montée. Et c'est assez intéressant comme lieu, vraiment très joli, vraiment
Ça fait un peu partie de ces lieux qui sont, on va dire, reculés, mais pas trop, mais on va dire quand même juste assez pour être un petit peu ce genre d'endroit que si tu connais pas, si t'as jamais entendu le nom, tu vas jamais te dire oh j'ai envie d'y aller. Il faut vraiment peut-être faire des recherches et le trouver pour se dire ah ouais j'ai envie d'aller là. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est tout simplement parce que c'était probablement une des zones avec un temple où il y avait le moins de touristes partout et j'avais l'impression que c'était vraiment un lieu pas trop peuplé, mais il y avait quand même pas mal de monde. Et c'était agréable, c'était vraiment très agréable. Il y avait aussi une exposition en cours et j'ai pu la visiter un petit peu. Bien évidemment, c'était un petit jeu de lumière dans une sorte de boîte noire, donc c'est assez unique. Mais c'était vraiment joli et toute la zone est vraiment très très jolie. Bien évidemment, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus grand parce que bon, je me suis dit Kyoto, la ville des temples, est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose qui, comme ça, qui est grand, tout en étant en forêt? Peut-être pas. Mais j'ai aussi visité un autre temple qui avait juste avant, juste au sud de Shimogamo. Et là aussi, c'était très joli. Le simple fait d'être perdu, on va dire, en forêt, mais en réalité pas vraiment perdu, ça ajoute du charme, du mystère, tout en étant vraiment extrêmement accessible. Peut-être que la seule chose que je reprocherais à l'endroit où se trouve cette zone, c'est de ne pas être desservi, on va dire, de façon agréable par les trains. Ou du moins, il me semble que je n'y suis pas allé vraiment en train. J'ai dû m'arrêter un petit peu plus tôt, soit avec le train, soit avec le métro, parce que le reste, en fait, il fallait continuer en bus, et j'ai horreur du bus. Et on va parler du bus pour le prochain jour. Mais avant ça, je vais juste finir pour le jour 3. J'ai aussi visité à nouveau Higashi Honganji parce que je me suis dit pourquoi pas, c'était sur le chemin en rentrant et juste après ça j'ai fait un tour au Don Quijote de Kyoto. Au passage, il est on va dire quand même moins cool que celui de Asakusa, déjà il reste pas ouvert 24h/24, donc prenez ça exactement comme vous voulez. Et ensuite je trouve juste qu'il était tout simplement moins fourni en trucs divers et variés contrairement à celui de Asakusa, qui a vraiment absolument tout et peut-être moins en fait côté section plus 18 derrière un volet, ou plutôt derrière des rideaux. Mais j'ai quand même visité la section 18+. Comme vous pouvez le voir à l'écran, bien évidemment, je sais, j'ai été obligé de flouter ça. Vous croyez pourquoi qu'il y a un rideau? J'ai pas envie de risquer ma vie sur YouTube non plus, mais j'ai vu des choses, croyez-moi, j'ai vu des choses. Et c'est sur ces choses que je vous laisse pour ces quelques premiers jours à Kyoto, et je vous dis à bientôt dans la suite des vlogs.